Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on répond à vos questions. Questions sur quoi? Questions sur le Volkswagen ID4 que nous avons pour 2 semaines, gracieuseté de Volkswagen Canada. J'avais fait un petit post, v'là peut-être 1 semaine et demie. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Puis au lieu, dans notre vidéo principale, d'essayer de répondre à toutes les questions puis de perdre le fil, on va faire une vidéo dédiée où je réponds à vos questions. J'ai mon téléphone ici, je vais ouvrir ça, on se lance tout de suite. Là. Go, go, go! On va y aller en ordre que les commentaires sont arrivés. Il n'y a pas d'ordre qui est le meilleur, qui est l'autre. Donc, première question, Nicolas Gauthier, 5359, salut. J'aimerais un petit comparatif sur le bruit dans la cabine à vitesse autoroute versus Ioniq 5, modèle Y par exemple, sinon un avis subjectif là-dessus. Très bonne question. Dans le défi 500 km, vous l'avez peut-être déjà vu, je parle justement du bruit à l'intérieur du ID4. Comparé au modèle Y, évidemment, je n'ai pas essayé un modèle Y 2023, puis on sait que Tesla, là, souvent, fait des petites touches, là, améliore les véhicules sans vraiment l'annoncer au travers de l'année modèle, mais le ID4, véhicule très silencieux, plus silencieux que le Mach-E. Nous n'avons pas encore eu assez de temps avec le Ioniq 5 pour vous donner un avis en décibels ou subjectif. Par contre, j'ai essayé un Kia V6, puis ID4 EV6, ça se ressemble beaucoup. On pourrait penser que vu que les deux véhicules sont sur la même plateforme, assemblés dans les mêmes usines en Corée, ça pourrait être similaire. Le Ioniq 5, c'est quand même un excellent véhicule, extrêmement populaire. Mais je vous dirais qu'à ces niveaux de bruit-là sur l'autoroute, là, on peut dire 15-20 % au-dessus de la limite de vitesse permise, c'est vraiment pas un problème. Souvent, la pluie dans le pare-brise est plus bruyante que le bruit des pneus qu'on entend sur la route dans les ID4. Ça ressemble beaucoup, comme je vous dirais, au Kia EV6 et au Mach-E. Excellente question. En gros, là, c'est un véhicule silencieux au-dessus de la moyenne. Deuxième question par Hull Ronald. Je suppose que c'est Ronald Hull. Bonjour. Comparaison point par point avec le modèle Y, prix, efficacité, temps de recharge, volume de chargement, accélération, autonomie, UI, etc., etc. Ça, c'est toute une question. Ça va me prendre un certain temps à répondre. Regardez. Point par point, OK, dans le fond, le ID4, le modèle Y. Le modèle Y, on s'entend, la gamme, c'est assez simple. Propulsion, de 4 roues motrices, longue autonomie puis performance. Le ID4, on a un modèle ID4 qui est propulsion, courte autonomie, similaire au modèle Y. On a le modèle Pro, propulsion, longue autonomie. Donc là, il y a une différence avec le ID4. On a ensuite le modèle qu'on est ici, All-Wheel Drive Pro. Le S, en réalité, c'est des plus grosses roues, une sellerie de cuir un peu différente, puis dans le fond, le toit en verre ici. Là. Mais peu importe en termes de mécanique. Donc là, lorsqu'on compare point par point avec le modèle Y, dans le fond, le modèle Y là, commence en version propulsion là, à 57 990. Là, on est le 28 décembre. Puis le ID4 commence autour là, de 47 000, 50 000 là, pour la version la moins chère. Là, ne me citez pas là-dessus, mais je sais que la version, là, on va dire, propulsion populaire du ID4 est autour de 53 000 pour la version là, avec la batterie de 77 kWh. Puis en 2024, si vous allez sur le site de NRCan, vous allez voir que c'est 468 km d'autonomie, donc c'est quand même assez élevé. Là. Cette version-là est à 443 pour 2023. Et la version 4 roues motrices, ici, c'est 410 km. Pour ce qui est du modèle Y, on parle de 497 km pour la version là, longue autonomie. Performance, c'est pas vraiment important de parler de ça. Pour ce qui est du prix, comme je vous disais, 57 990 pour la version moins chère du modèle Y, donc plus cher que tous les modèles d'entrée de gamme du ID4. Et lorsqu'on tombe en modèle longue autonomie chez Tesla, on parle de, je pense que c'est 65 000 ou 67 000, mais on est en dehors là, de la subvention. Là, on est en dehors de la limite des subventions. Vous allez seulement en avoir 1 sur 2 des subventions. Tandis que toute la gamme du ID4, que vous soyez propulsion ou 4 roues motrices, vous êtes toujours en dessous du chiffre magique de 60 000 et 65 000 là, tout dépendamment comment c'est configuré. Donc, vous avez toujours accès à toutes les subventions au Québec. Donc, c'est là que le ID4 est peut-être plus avantageux que le modèle Y, mais lorsqu'on s'en va dans les détails, on voit aussi que le modèle Y a des grandes forces. Là. Le modèle Y, la chimie de batterie du modèle de base, c'est une batterie LFP qu'on peut garder chargée à 100 % en tout temps, que sa durée de vie utile va probablement dépasser 15 ans. Là. Ces batteries-là, on peut mettre 800 000 km là-dessus, puis la dégradation va être presque nulle. On va être autour de 5-6 %. Ça, c'est le gros avantage des batteries LFP. Par contre, c'est une petite batterie, 57,5 kWh, malgré que le modèle Y est peut-être 15-20 % plus efficace que les ID4, puis la thermopompe est incluse sur toute la gamme de base.
Le 394 km d'autonomie avec le modèle Y, là, je suis pas mal sûr que c'est presque impossible à faire à moins de rouler 90 km/h là, sur l'autoroute. Là. On s'entend. Les ID4, l'autonomie, l'été, je pense qu'elle est un peu plus répétable. La batterie est beaucoup plus grosse. Fait que, c'est... Vous comprendrez, là, c'est une question de grosseur de batterie. Pour ce qui est de l'interface, c'est sûr que moi, personnellement, c'est sûr que moi, je vais préférer l'interface Tesla beaucoup plus harmonisée, beaucoup plus simple. Surtout aussi que le planificateur de trajet chez Tesla est beaucoup plus fort. L'estimation du pourcentage de la batterie est beaucoup plus facile à obtenir avec Tesla. Ensuite, la courbe de recharge du modèle Y propulsion avec la batterie LFP, c'est une blague. C'est 170 kW, on part, puis après ça, on descend graduellement. On peut faire c'est une recharge rapide en 25 minutes à peu près, 10 80 mais en dedans de 10 minutes avec un modèle Y sur un superchargeur, on peut aller mettre 120 km d'autonomie là, comme ça. Tu n'as même pas le temps de t'asseoir dans le véhicule, tu vas à la salle de bain, tu es déjà prêt à partir. Donc, le modèle Y ici là, bat le ID4 à plate couture, malgré que les ID4 avec la bonne batterie, là, il y a 2 fabricants de batterie, là, quand vous avez la batterie SK, là, pas SK l'eau en bouteille, là. Bien là, vous avez quand même une vitesse de recharge rapide là, de 170 kW en pointe aussi. Le problème, c'est qu'il n'a pas de thermorégulation active dans ce véhicule-là. Je dis pour l'instant parce que ça devrait s'en venir avec le temps. Donc, autant que dans tous mes essais de mes recharges rapides, j'ai eu des bons résultats. Là. Je réussis toujours à charger au-delà de 100 kW sur les bornes appropriées, ce qui est bien. Là. Ça fait des recharges rapides en 25-30 minutes. Bien, on s'entend que les Tesla, c'est toujours parfait à 99 % du temps parce que la thermorégulation est active puis tout ça. Donc, mais c'est dur à choisir, hein, honnêtement, parce que là, des ID4, il y en a en stock. Là, je suis passé devant Saint-Nicolas, Volkswagen, il y avait 45 ID4. Je les ai comptés. Je ne sais pas c'est quelle version, mais je les ai comptés. Pointe-Claire, c'est quoi le nom du concessionnaire? Des Sources, je crois. 15 ID4 en stock. Là, on voit là, que ils en ont produit. Les gens se sont désistés un peu parce que les taux d'intérêt, tout ça, c'est un peu plus cher puis les prix ont augmenté beaucoup. Donc, si vous voulez un ID4 et que vous avez l'argent, vous êtes prête, vous allez en avoir un, ça ne devrait pas être trop compliqué. Est-ce que c'est des modèles de base un peu moins chers? Moi, je soupçonne que c'est des modèles 4 roues motrices autour de 60 000 $, mais à la fin, si c'est pour ça que vous étiez parti acheter, c'est correct. Fait que dans le fond, la disponibilité des ID4 semble s'améliorer beaucoup. Je ne dis pas que c'est la disponibilité des Tesla, évidemment, mais on est rendu à quelque chose qui a du sens. On magasine un peu, on va en trouver un rapidement et qu'on peut se procurer là, en dedans d'un mois, probablement sans problème. Pour ce qui est du volume de chargement, le ID4, c'est une bonne grosseur de véhicule. Le modèle Y, vous allez avoir un coffre un peu plus gros, mais en réalité, c'est une question de volume. Là, on parle de peut-être quelques litres de différence. C'est vraiment juste la configuration. Par contre, le modèle Y a un gros trou là, où est-ce qu'on aurait le pneu de secours. Les ID4 n'ont pas de pneu de secours non plus, mais c'est juste fait un peu différemment. Donc, en volume total, si on calculerait ensemble, là, puis on viderait des sacs de riz, le modèle Y aura un plus gros coffre, mais le ID4, c'est tout à fait respectable. Passer au coffre d'un VUS compact à essence normale, il n'y a pas de problème. Merci pour votre commentaire. C'était une grosse question chargée, mais ça donne à peu près ça. Question de __FitRider6584. Je pensais jamais faire ça, là, parler des commentaires comme ça dans ma vie, mais bon, je le fais maintenant. Question, espace, point, virgule, autonomie avec remorque poids max. Donc, sur le ID4, la version 4 roues motrices, c'est 2700 livres le poids max. Autonomie avec un remorque au poids max. Fait que là, on va assumer qu'on est l'été là, à 15-20 degrés, puis on est sur l'autoroute. Ce véhicule-là a 410 km d'autonomie. Avec les efficacités que j'ai faites, là, puis là, le temps des fêtes au Québec a été assez doux. Là. En ce moment, j'ai 106 km de fait depuis ma dernière recharge. J'ai 21,9 kWh par 100 km de consommation moyenne, ce qui est à peu près la consommation combinée. Fait que ça, c'est à peu près, mettons, 390-400 km là, si on étendrait cette consommation-là sur toute la batterie. Dans l'univers du remorquage avec les véhicules électriques ou dans l'univers du remorquage avec des véhicules tout court, parce que les lois de la physique, on ne les changera pas, le poids de la remorque a moins d'impact que l'impact aérodynamique de cette dite remorque sur le véhicule. Parce qu'en réalité, supposons qu'on est sur l'autoroute, on va accélérer le véhicule, ça va utiliser une certaine quantité d'énergie, et ensuite, il faut combattre la résistance au vent. Et c'est là que ça fait mal, les véhicules électriques, parce que les véhicules électriques contiennent beaucoup moins d'énergie que les véhicules à essence. C'est juste une question de densité d'énergie. Et c'est là que la règle du pouce, quand on remorque avec un véhicule électrique, on dit ça coupe votre autonomie en deux. Ici, c'est ce que je vais vous dire encore. Donc, sur l'autoroute, en conditions idéales l'été, supposons que ce véhicule-là peut faire 350 à 380 km, là, puis on roule à 110, 120 km/h. Bien, avec la remorque, malgré que je ne vous conseille pas de rouler trop vite avec la remorque,
Je suis sûr que vous êtes capable de faire entre 220 et 230 km avec la remorque. Par contre, on s'entend, si c'est une grosse remorque fermée plus haute que le véhicule, ça va, comme dans un bon québécois, poigner dans le vent, puis votre autonomie devrait être encore pire. Mais si vous avez une remorque qui est juste une petite remorque à l'arrière du véhicule, l'aire frontale de la remorque est entièrement recouverte par le véhicule, donc votre autonomie ne sera pas trop affectée, quoi qu'elle va l'être. Comme je vous dis, c'est vraiment une question d'air frontal. Fait qu'en réalité, ma réponse, c'est prenez l'autonomie du véhicule et coupez-la en deux. C'est la seule réponse, puis il faudrait le tester, mais c'est pas mal ça. Ensuite, oh, ça c'est une bonne question chargée. Fleecies the King. OK, Fleecy le roi. Hein? Bonjour. Il serait pertinent de toujours mettre les véhicules électriques testés sur un lift et inspecter la protection incluse pour la batterie du véhicule. C'est un aspect dont on parle peu et qui a de l'importance parce que c'est la pièce la plus coûteuse de tout le véhicule et en même temps une des plus vulnérables. Puis là, dans le fond, on a eu une petite discussion là-dessus, qu'on n'a pas malheureusement pas accès à un garage pour mettre le véhicule sur le lift. Par contre, j'ai pris un cric et j'ai levé le véhicule hier et je vous ai pris un petit segment de vidéo où on regarde la protection sous la batterie. J'avais déjà, moi, regardé la protection sous la batterie, en fait, dans le véhicule, dans la vidéo qu'on a faite en 2022. Sur la première version d'ID4 en 2021, on le montre. Mais en réalité, comme vous pouvez le voir, il y a une plaque d'à peu près 2-3 mm d'épais en acier avec un espace d'à peu près, mettons, 20 mm avec la batterie. Regardez, si je tape dessus, là, on l'entend, c'est de l'acier. Je veux dire, à moins d'aller à Moab puis faire des affaires de fou avec le véhicule, je pense pas qu'au Québec, en situation normale, même des routes en gravier ou même des routes un peu chaotiques, une roche est beaucoup moins solide là, que la protection de la batterie que vous allez voir ici. Et aussi, c'est très important de dire, la plupart des constructeurs, parce que moi je le regarde, ont des protections sous leur batterie qui sont similaires. Donc, il ne faut pas trop nécessairement paniquer avec ça. On n'est plus en 2012 lorsqu'il y a eu certains problèmes avec des Tesla Model S, que le dessous de la batterie avait été complètement arraché. Les gens ont appris. Il y a, la plupart du temps, une plaque de protection relativement épaisse, on pourrait appeler ça une skid plate, sous la batterie. Moi, je ne m'inquiéterais pas avec ça. Mais ça, c'est mon opinion à moi et Gabriel. Mais comme vous voyez sur le petit segment que je viens de vous montrer de vidéo, dans les D4, la protection est assez robuste. On s'entend, ce n'est pas un véhicule hors route. Donc, dans 99,9% des situations, cette protection de batterie est tout à fait suffisante pour que le véhicule vous dure longtemps sans problème. Donc, merci de votre question. Autonomie par temps froid, encore de Hull Ronald. Dans le fond, dans le défi 500 km, vous avez vu, là, on a aussi autour de 27, 28, 29 kWh par 100 km. C'est quand même assez élevé. Là, on est à moins 10 à peu près. Ça fait une autonomie à peu près de 250 à 270 km là, pour 100% de la batterie sur l'autoroute l'hiver. Je vous dirais qu'à moins 20, probablement qu'on va être rendu à 30, facile. Donc, pensez à 220 km. Les gens vont dire que c'est peu, mais lorsqu'on regarde dans le monde des... Tu sais, je veux dire, une Chevrolet Bolt, quand il fait moins 20, c'est à peu près ça, 220 km sur la batterie, peut-être un petit peu plus. Les Tesla à moins 20, on va aller chercher un peu plus parce qu'on a la thermopompe, mais tu sais, la thermopompe à moins 30 non plus, là, il y a... À un moment donné, on arrive à la limite là, de ce que la thermopompe peut faire en termes d'efficacité là, pour échanger de la chaleur. Je vous dirais que ce véhicule-là, il n'a pas la thermopompe. Moi, je vous dirais qu'une perte de 35 à 40 % d'autonomie dans les grands froids, ça fait beaucoup de sens, dépendamment de la vitesse que vous allez rouler. Donc, comme je vous dis, là, par temps froid, là, 250 km pour faire un 100% zéro. Puis en ville, on va voir peut-être 260 parce que là, on va avoir plus de freinage régénératif. Mais à la fin, là, c'est à peu près ça, mais on pourrait les sortir, là, Ioniq 5, mais ils vont tous faire à peu près là, une perte de 40 à 35 %. Puis la thermopompe là, va aller chercher peut-être 10 %. Vous allez sauver peut-être 10 %. À peu près ça. Ensuite, Martin Robert, 396. J'ai entendu dire que les Volkswagen ID4 depuis 2022 ont une batterie solid state. Est-ce vrai? Ben non. OK. Martin, les batteries solid state, c'est quelque chose qui existe. Les pacemakers ont des batteries solid state depuis très longtemps, mais c'est des petites batteries. Batterie solid state, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'électrolyte n'est pas liquide. L'électrolyte, c'est une membrane entre la cathode et l'anode, où est-ce que les ions là, vont se déplacer pour aller faire le transfert d'énergie. Puis là, je n'embarquerai pas dans les détails parce que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas un professionnel des batteries. Le secret de la batterie solid state, donc, c'est que ton anode, ta cathode et ton électrolyte sont toutes solides. Donc, la batterie est plus légère. Théoriquement, on a une durée de vie beaucoup plus élevée parce que l'électrolyte ne se dégrade pas. Il n'y a pas de dégradation.
C'est comme le saint graal de la voiture électrique. C'est comme, hein? Puis Toyota, puis là, je veux pas rire, Toyota annonce des batteries solid state avec 1000 km d'autonomie. Ils ont annoncé ça en 2019, ils ont annoncé ça en 2020, ils ont annoncé ça en 2021, ils ont annoncé ça en 2022, ils ont annoncé ça en 2023. Pour 2-3 années après, vous comprenez? Mais là, l'objectif recule dans le temps. Tout le temps, on est rendu quasiment à 2027. Est-ce que je crois que les batteries solides, solid state, ou les batteries solides, comme on dit, vont exister? Bon, je pense que oui, ça existe déjà. C'est juste qu'il faut maintenant les développer, s'assurer qu'elles ne... Parce qu'en ce moment, ces batteries-là, lorsqu'on les met dans un contexte de véhicule électrique, il faut, dans le fond, c'est un mot en anglais, les dendrites, je ne l'ai pas en français, mais il y a une certaine accumulation d'impuretés qui se fait d'un côté ou de l'autre de l'anode de la cathode, puis ça fait comme un pic, un stalactite, mais dans l'axe, pas dans l'axe horizontal. Puis à un moment donné, ça perce l'électrolyte, puis la batterie est finie. Puis ça, c'est le gros défi d'ingénierie qui est à régler. La batterie se dégrade rapidement, malgré que une batterie qui n'est pas supposée se dégrader. Donc là, c'est ça le gros défi actuellement. Je pense pas qu'on va avoir ces batteries commercialement là dans les 2-3 prochaines années. Malgré que dans les 2-3 prochaines années, on pourrait avoir la confirmation que ça fonctionne, puis un constructeur va construire une usine de batteries. Et tu sais, l'avoir dans les véhicules de tous les jours au concessionnaire avec des ballons dessus, venez m'acheter maintenant, batterie solid state. Pensez-y, là. Si l'année prochaine, ça existe, ça va prendre 2 ans. On s'entend? Il y a plein de compagnies qui travaillent là-dessus. QuantumScape, compagnie que Volkswagen a investi de l'argent. Toyota aussi. Panasonic travaille là-dessus. Tesla probablement travaille là-dessus, mais ils n'en ont pas parlé. Comme je vous dis, ça va arriver probablement, mais c'est une technologie qui est quand même relativement assez loin, là, moi je prendrais dans un horizon moyen terme. OK, ça, c'était toutes vos questions, fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis là, je voulais parler de 2 autres petites affaires. Donc, qu'est-ce qui est super important aussi avec les ID4? Supposons que vous êtes dans le marché pour un ID4 puis vous dites « Ah, je suis pas sûr, nanana. » La bonne affaire aussi, c'est que, hein? Regardez, c'est quoi ça? C'est un port NACS que j'ai fait imprimer 3D par un ami. Merci Dominique pour ça. Dans le fond, Volkswagen a annoncé qu'en 2025, ils vont passer là, au port nord-américain. Peu importe, le port Tesla, on s'en fout, c'est pas important. Donc, comme tout le monde, hein, comme tous les constructeurs l'ont annoncé, on va probablement avoir notre USB type C, hein, de la recharge électrique, un port universel pour tout le monde, puis évidemment, la transition va se faire. Donc, je pense que si vous aviez des réserves sur les réseaux de recharge, plus tard, tout le monde change au port, ils vont fournir un adapteur. Fait que si vous êtes dans le marché pour un ID4 et vous voulez en acheter un, bien, achetez-le. De toute façon, vous allez avoir l'adapteur, vous allez avoir accès au superchargeur, vous allez avoir accès aux nouveaux réseaux de recharge qui vont sortir avec le port nord-américain. Donc, ça ne me stresserait pas ici. En 2023, comme je vous dis, il y a des stocks des ID4 au Québec. Je l'ai vu dans 2-3 concessionnaires, donc c'est quand même relativement positif. Est-ce que vous devriez attendre pour l'année modèle 2024 que Volkswagen a déjà annoncé qu'elle allait faire des améliorations? L'écran du système d'infotainment est encore une fois plus gros. Probablement qu'il va utiliser aussi l'interface un peu du Volkswagen ID7, donc le levier de vitesse qui est rotatif ici va probablement devenir un levier de vitesse un peu comme le INX5 qui remplace le petit bras d'essuie-glace. Ça, c'est ma supposition. Ne me cotez pas là-dessus. L'autonomie va être augmentée parce que je crois, puis ça, c'est l'explication un peu logique, les nouveaux moteurs Volkswagen plus efficaces qui sont utilisés dans le ID7 et le ID Buzz vont aller dans le ID4. Ils vont juste remplacer le moteur, donc 10 plus efficace. On va aller chercher 10 plus d'autonomie. Puis lorsqu'on regarde les chiffres de NRCan, c'est ça qu'on voit justement pour les modèles 2024. Puis peut-être d'autres petites modifications cosmétiques. Est-ce que j'attendrais? Supposons qu'ils annoncent que le planificateur de trajet va préchauffer la batterie, là, comme mettons Polestar, maintenant Hyundai, Tesla, tout ça. Donc, ça vous garantirait une expérience de recharge rapide sans tracas parfaite. Peut-être que j'attendrais, mais le véhicule, comme il l'est en ce moment, en 2023, est tout à fait compétitif dans le marché. On l'a essayé en 2022, c'est un 2021. J'avais réellement été impressionné, assez impressionné que j'en avais commandé un. Au travers de l'année 2022, hein, pas capable d'avoir un ID4, les délais se rallongent, on enlève la thermopompe, les prix augmentent de quasiment 10 000 $. En réalité, le modèle que j'avais commandé est passé de 47 000 à 57 000 $. Ensuite, on m'appelle, on me dit « Monsieur, votre véhicule est prêt, mais c'est des véhicules à 65 000 full equip. C'est pas ça que j'ai commandé. Ouais, mais monsieur. » Non. J'ai un peu un goût amer de cette expérience, puis je vous en parle en toute transparence. Donc, j'ai tout cancellé ça, je l'ai déjà dit. Et maintenant, je retourne dans l'ID4 2 semaines avec celui de Volkswagen Canada. Le véhicule a été peaufiné. Il y a certaines choses qui ont été améliorées, il y a certaines choses qui n'ont pas été améliorées. On vous attendrez la revue complète pour savoir ces choses-là. Mais est-ce que le véhicule est bon? Est-ce que le véhicule est parfaitement utilisable au Québec?
Bien sûr. Est-ce qu'on peut utiliser ce véhicule-là pour faire des longs trajets au Québec? Oui, regardez, là, j'ai 2000 km de fait. J'ai fait Montréal-Toronto. J'ai rechargé, ça a bien été. J'ai fait le défi 500 km, vous l'avez vu, on a eu un temps tout à fait convenable. J'ai rechargé, ça a bien été. Je suis allé dans ma famille à Québec, on a rechargé, ça a bien été. Donc, c'était vraiment pas la fin du monde. Je ne vous dis pas qu'à moins 35, tempête, à la fin du monde, ça ne sera peut-être pas parfait, pas du tout, mais on s'entend que lorsqu'on le fait à moins 10, on a couvert à peu près là, une grosse partie des scénarios là, se rendant jusqu'à 35 degrés positifs l'été. Je me suis réconcilié essentiellement avec les D4. Je pense que c'est un meilleur achat que ce que c'était en 2022 durant la crise et un meilleur achat que ce que c'était en 2021, de part que l'écran est plus gros, certaines affaires ont été améliorées, l'interface est beaucoup plus rapide. Pour vrai, l'interface ID Software qui est très, très critiquée puis qui doit être critiquée encore parce qu'il manque beaucoup de fonctions, bien, d'un point de vue d'utilisation, rapidité, ça ne bug pas, ça a été très rapide à utiliser, c'est smooth, il n'y a pas de problème. Il manque un peu de pages. Tu sais, quand on parle les pages sur le détail du véhicule puis la consommation d'énergie, ça ne dit pas où votre énergie de chauffage va, tout ça. C'est là que Hyundai et Tesla sont super forts là-dessus. Là. Hyundai, tu as tous tes voyages précédents avec la consommation, tu as une distribution de l'énergie, tu sais combien que le chauffage a pris, tu sais combien que les accessoires ont pris. Tesla, c'est la même chose dans la petite application énergie. Moi, je pense que Volkswagen devrait travailler là-dessus. Des gens me diront que ce n'est pas essentiel puis que le ID4 est pour une clientèle qui s'en fout. C'est peut-être vrai, parce que c'est un véhicule très conventionnel. C'est un véhicule électrique. Il fait penser beaucoup à la Chevrolet Bolt, que tu t'assois là-dedans, c'est facile à utiliser, tu ne te poses pas de questions. Le ID4, tu ne te poses pas de questions jusqu'à ce que ce soit le temps de recharger. Ou est-ce que la vitesse de recharge rapide va être suffisante parce qu'il n'y a pas de thermorégulation active? Il y a de la thermorégulation, mais pas active en fonction de la navigation puis d'un itinéraire. Mais honnêtement, j'ai pas eu trop de problèmes, puis ça me surprend beaucoup. Fait que chapeau à Volkswagen, le produit semble avoir été amélioré. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions, ben, mettez-les là. Là, on va vous répondre en commentaire. Mais c'est pas mal ça. Donc, on va se laisser là-dessus.